Les rapports d'autopsie choquants des acteurs classiques d'Hollywood révèlent les secrets cachés sous le glamour. Des morts mystérieuses aux révélations scandaleuses. Ces rapports d'autopsie dévoilent les histoires inédites des plus grandes stars d'Hollywood. Vous serez stupéfait par le nombre de découvertes surprenantes qui vous laisseront sans voix. Préparez-vous pour un voyage dans le côté le plus sombre de la célébrité, où la vérité est bien plus étrange que la fiction. John Wayne. Lorsqu'on pense au mot cow-boy, il y a de fortes chances que le nom de John Wayne vienne à l'esprit. Le déhanché emblématique de Wayne et sa voix profonde et grondante ont fait de lui un symbole de la masculinité américaine robuste à l'âge d'or d'Hollywood. Mais derrière ce personnage de dur se cachait un homme dont le rapport d'autopsie choquant révélerait les coups plus sombres d'une carrière cinématographique et une catastrophe environnementale cachée. John Wayne est mort en 1979, officiellement d'un arrêt respiratoire et d'un cancer gastrique. C'est déjà tragique, mais le véritable choc est venu d'une enquête sur ce qui aurait pu causer son cancer. Au début des années 1980, les familles de Wayne et d'autres acteurs, y compris Susan Hayward et le réalisateur Dick Powell, ont commencé à faire une connexion inquiétante. Près de la moitié des acteurs et de l'équipe du film de 1956 The Conqueror ont développé un cancer, et beaucoup en sont morts. Pourquoi? Le film avait été tourné sous le vent d'un site d'essai nucléaire américain au Nevada, seulement un an après que plusieurs bombes radioactives y avaient été détonées. Il a été révélé plus tard que l'une des bombes était presque 3 fois plus puissante que celle larguée sur Hiroshima. En 1980, 91 des 220 personnes qui avaient travaillé sur ce plateau avaient développé un cancer et 46 étaient déjà décédés. Les survivants et les scientifiques croyaient tous que les décès étaient directement liés aux retombées radioactives sur place. Le docteur Robert C. Pendleton, directeur de la santé radiologique à l'Université de l'Utah, a déclaré que le taux de cancer était si élevé que le lien tiendrait même devant un tribunal. L'héritage de dur à cuire de John Wayne a pris une nouvelle signification. Son environnement de travail avait été mortellement dangereux, et son certificat de décès est devenu la preuve du scandale le plus radiatif d'Hollywood. Errol Flynn. Errol Flynn était le héros intrépide de l'âge d'or d'Hollywood, célèbre pour ses combats à l'épée audacieux et son charme juvénile. Mais la vie hors écran de Flynn était encore plus tumultueuse que n'importe quelle de ses aventures cinématographiques. Son rapport d'autopsie choquant, publié après sa mort en 1959 à seulement 50 ans, dressait le portrait tragique d'une star qui a vécu et est morte trop vite. Officiellement, Flynn est mort d'une insuffisance cardiaque, mais l'autopsie a révélé un corps rebâché par des décennies d'excès. Il souffrait d'infarctus du myocarde, de thrombose coronarienne et d'athérosclérose coronaire sévère. Son foie montrait une cirrhose et une dégénérescence graisseuse, signe classique d'une consommation excessive d'alcool à long terme. Les médecins ont noté que Flynn cherchait un traitement médical pour des douleurs chroniques au dos, mais il s'est effondré après avoir reçu une injection pour la douleur, sans jamais se réveiller. Peut-être le détail le plus étonnant, le taux d'alcool dans le sang de Flynn était de 0,25%. Selon les experts médicaux, c'est un niveau où la plupart des gens seraient au bord du coma. Pourtant, le corps de Flynn était tellement habitué à l'alcool qu'il fonctionnait avec une telle quantité dans son organisme. Le rapport a également noté la diverticulose du côlon, relativement mineure, mais encore un autre signe d'un système sous assaut. De son vivant, Flynn était le charmant voyou. Dans la mort, son corps portait les cicatrices du style de vie qui l'a rendu célèbre. L'autopsie a confirmé ce que les initiés d'Hollywood murmuraient déjà. Le slogan « Vivre vite, mourir jeune » de Flynn n'était pas un mythe. Il était un homme détruit par les excès mêmes qui l'ont rendu légendaire. Ramon Novarro. Ramon Novarro était l'une des plus grandes stars de l'ère du cinéma muet, célébré pour sa beauté et ses rôles romantiques. Sa vie, cependant, s'est terminée dans une tragédie brutale qui a choqué Hollywood et laissé une marque horrible dans les annales des crimes de célébrité. L'autopsie choquante de Novarro a révélé la terrible violence qu'il a subie dans ses dernières heures. En 1968, Novarro a été trouvé mort dans sa maison de Laurel Canyon à l'âge de 69 ans. L'autopsie a conclu que la cause officielle du décès était une aspiration de sang due à de multiples blessures traumatiques au visage, au nez et à la bouche. En termes simples, il a été battu si sévèrement
qu'il s'est étouffé à mort avec son propre sang. Le corps de Navarro portait les marques de torture et de contrainte. Ses agresseurs, les frères Paul et Tom Ferguson, croyaient qu'il gardait de grosses sommes d'argent chez lui. Mais comme l'a révélé le procès, le motif était teinté d'homophobie. Navarro a été ciblé non seulement pour sa richesse perçue, mais parce qu'il était un homme gay à une époque où cela seul pouvait être une condamnation à mort. La violence infligée à Navarro, blessures, contusions et lacérations racontait une histoire de cruauté implacable. La presse à sensation de l'époque a amplifié le crime, mais l'autopsie n'a laissé aucun doute sur l'horreur de sa fin. Navarro, autrefois célébré comme un symbole de romance, est devenu un symbole des courants dangereux d'Hollywood et des vulnérabilités des personnes forcées de cacher qui elles étaient. Dans la mort, sa légende a pris une nouvelle dimension tragique. William Desmond Taylor, un des premiers vrais mystères criminels d'Hollywood. La mort de William Desmond Taylor se lit comme un thriller noir, et son autopsie n'a fait qu'approfondir le mystère. Taylor était un acteur et réalisateur respecté durant l'époque du muet. Mais en 1922, il a été retrouvé mort dans son bungalow de Los Angeles dans des circonstances étranges. Les premiers rapports ont prétendu que Taylor était mort de cause naturelle. Le médecin légiste adjoint sur place a même insisté que l'homme allongé face contre terre avait succombé à une hémorragie à l'estomac. Mais alors que les soupçons augmentaient, les autorités ont mené un examen plus approfondi et découvert une petite blessure par balle. L'autopsie officielle a répertorié la cause du décès comme une blessure par balle. L'étrangeté ne s'arrêtait pas là. Il a fallu presque 12 heures pour que quelqu'un prévienne la police, et lorsque les enquêteurs sont arrivés, la scène de crime avait été altérée. Une enquête plus approfondie a révélé encore plus de secrets. Taylor vivait sous un faux nom. Sa véritable identité était William Cunningham Dean Tanner, un homme qui avait abandonné sa famille d'à l'Est pour recommencer à zéro à Hollywood. Les théories abondaient. A-t-il été tué par la mère jalouse d'une jeune actrice? Par un amant éconduit? Personne n'a jamais été inculpé. Et dans un dernier rebondissement, les dossiers du LAPD concernant l'affaire ont disparu dans les années 1970. L'autopsie a révélé une partie de l'histoire, mais le reste demeure perdu dans la légende hollywoodienne. Sal Mineo. Sal Mineo était autrefois considéré comme le prince héritier de la jeunesse dorée d'Hollywood, une star montante dans la fureur de vivre aux côtés de James Dean, ses yeux expressifs et sa profondeur émotionnelle, captivant aussi bien le public que les critiques. Mais derrière le glamour, la vie de Mineo était une série de luttes contre le typecasting, les préjugés sociétaux et ses propres démons. Les détails choquants de sa mort et de son autopsie ajouteraient seulement une couche supplémentaire à sa légende. Dans les années 70, la carrière de Mineo avait ralenti, mais il reconstruisait sa réputation sur scène, désireux de faire son retour. Le 12 février 1976, après une répétition réussie pour la pièce P.S. Your Cat is Dead, Sal est retourné à son appartement de West Hollywood. Alors qu'il sortait de sa voiture, la tragédie a frappé. Il a été attaqué par un agresseur, poignardé une fois dans la poitrine avec un grand couteau. Le coup a perforé son cœur, provoquant une hémorragie interne massive. Les voisins ont entendu ses cris à l'aide et se sont précipités à ses côtés. Mais en quelques minutes, la star de 37 ans était morte. Le rapport d'autopsie de Mineo a fourni un récit sinistre, mais détaillé de ses derniers moments. La seule plaie de couteau avait été si précise et violente que la survie était impossible. Le rapport a noté l'excellente santé physique de Mineo par ailleurs, aucune drogue ou alcool dans son système, contrairement aux rumeurs qui suivraient. Les enquêteurs ont d'abord suspecté un crime haineux en raison de la sexualité ouverte de Mineo, ce qui était rare à cette époque, mais ont finalement déterminé qu'il s'agissait d'un vol aléatoire. Lionel Ray Williams, livreur de pizza, a été condamné pour le crime 2 ans plus tard, mais les spéculations sur les motivations n'ont jamais vraiment disparu. Le meurtre de Sal Mineo a été une perte choquante pour Hollywood. Son autopsie a clos l'affaire médicalement, mais la résonance émotionnelle de sa mort, symbole de promesses perdues et avertissement sur la vulnérabilité de la célébrité, reste intacte. Clark Gable. Clark Gable, immortalisé pour toujours comme Red Butler dans Autant en emporte le vent, était le roi incontesté de l'âge d'or d'Hollywood. Son charisme, sa masculinité et son allure séduisante ont établi le modèle pour des générations d'acteurs principaux. Pourtant, sous la surface,
Gable était une figure complexe et tourmentée, dont l'autopsie choquante a révélé une vie de chagrin personnel, d'habitudes épuisantes et de la pression incessante de se conformer à son image mythique. À la fin des années 1950, la santé de Gable commençait à défaillir. La douleur d'avoir perdu sa femme bien-aimée, Carole Lombard, dans un accident d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale, avait laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Amis et collègues ont remarqué que Gable, autrefois robuste et énergique, devenait sujet à la dépression, à la boisson et à la cigarette en chaîne. Il se plongea dans le travail comme distraction, et son dernier film, Les Désaxés, avec Marilyn Monroe, fut épuisant. Malgré les avertissements des médecins, Gable insista pour faire ses propres cascades, déterminé à prouver qu'il était encore le premier homme de Hollywood. Le 6 novembre 1960, Gable a subi une crise cardiaque massive. Il est resté à l'hôpital pendant des jours, mais est décédé le 16 novembre à l'âge de 59 ans. L'autopsie a révélé une maladie coronarienne avancée, une athérosclérose sévère et des signes de précédentes crises cardiaques silencieuses, des dommages non détectés qui s'étaient accumulés au fil des ans. Son cœur était agrandi et affaibli, et ses poumons portaient les cicatrices de décennies de tabagisme intense. Il y avait également des preuves d'hypertension, un autre tueur silencieux courant dans les vies à haute pression. Beaucoup croyaient que la mort de Gable avait été accélérée par un traumatisme émotionnel, le stress du tournage et son refus obstiné de ralentir. L'homme qui avait captivé des millions est mort comme il a vécu, selon ses propres termes, déterminé, intransigeant et cachant sa douleur derrière ce sourire emblématique. À la fin, l'autopsie de Clark Gable a raconté une histoire non seulement de déclin physique, mais aussi d'un géant abattu par une vie de pertes et d'attentes implacables. Il reste une icône, mais son destin est un rappel saisissant que même les légendes ont des points de rupture. William Holden. William Holden était l'incarnation du cool discret, une star dont le charme robuste, le jeu naturaliste et la présence intense ont contribué à redéfinir la virilité américaine dans des films comme Boulevard du crépuscule, Stalag 17 et Le pont de la rivière Kwai. Mais la vie de Holden en coulisses était remplie de turbulences, de solitude, et finalement, d'une fin choquante aussi triste qu'évitée. À son apogée, Holden était connu pour son professionnalisme et sa générosité, mais aussi pour son penchant pour la boisson et son mode de vie de plus en plus solitaire. Au début des années 1980, ses amis étaient préoccupés par son isolement et la quantité d'alcool qu'il consommait. Malgré sa renommée durable, Holden évitait le circuit des soirées hollywoodiennes, préférant les soirées tranquilles à la maison ou les voyages aventureux, loin des projecteurs. Le 16 novembre 1981, le corps de Holden a été découvert dans son appartement de Santa Monica. La nouvelle initiale a choqué le monde. Une légende du cinéma morte à 63 ans. Mais à mesure que les détails de l'autopsie ont émergé, l'histoire est devenue encore plus tragique. La cause du décès était une exsanguination, une perte de sang sévère résultant d'une profonde coupure sur son front. La blessure s'était produite plusieurs jours plus tôt, apparemment après qu'il ait glissé sur un tapis en état d'ébriété et se soit frappé la tête contre une table. Désorienté et seul, Holden n'a pas demandé d'aide médicale. L'autopsie a révélé un taux élevé d'alcool dans le sang, confirmant qu'il était ivre au moment de sa chute mortelle. Peut-être que la révélation la plus déchirante était que Holden aurait pu survivre s'il avait demandé de l'aide ou s'il avait été trouvé plus tôt. Au lieu de cela, l'homme ordinaire adoré de Hollywood est mort seul, son absence étant passée inaperçue pendant des jours, jusqu'à ce qu'un ami inquiet contacte la police. Le monde a pleuré non seulement la perte d'un acteur primé aux Oscars, mais aussi la solitude qui accompagne souvent la célébrité. L'autopsie de Holden reste un avertissement sombre sur la dépendance, l'isolement et les luttes privées qui peuvent se cacher derrière même les personnalités publiques les plus éclatantes. Thomas Ince. Thomas Ince est un nom moins familier aux cinéphiles modernes. Mais pour ceux qui connaissent l'histoire ancienne d'Hollywood, il était l'un des véritables visionnaires, un réalisateur, producteur et fondateur de studios dont les innovations ont contribué à façonner l'industrie elle-même. Pourtant, l'héritage d'Ince est à jamais assombri par sa mort mystérieuse et choquante en 1924. Un cas qui a engendré des théories du complot et laissé le public avec plus de questions que de réponses. Ince a été invité à célébrer son 42e anniversaire à bord du yacht
du Titan, de l'édition William Randolph Hearst. Étaient également à bord des stars, comme Charlie Chaplin, et la chroniqueuse mondaine Louella Parsons. La fête du week-end promettait luxe et intrigue, mais elle s'est terminée en tragédie. Ince est soudainement tombé gravement malade pendant le voyage et a été transporté à terre, où il est décédé le lendemain. La cause officielle du décès a été répertoriée comme une insuffisance cardiaque due à une indigestion aiguë, mais l'absence d'une autopsie approfondie et une crémation suspectement hâtive ont suscité des rumeurs selon lesquelles quelque chose de plus sinistre s'était produit. Des murmures dans les cercles hollywoodiens affirmaient qu'Ince avait été abattu, accidentellement ou non, lors d'une confrontation impliquant Hearst, qui était soi-disant jaloux des prétendus flirts de sa maîtresse Marion Davies avec Chaplin. Certains prétendaient que Hearst, en voulant tirer sur Chaplin, avait touché Ince à la place. D'autres ont suggéré que la maladie soudaine d'Ince était due à un empoisonnement. L'enquête officielle a été superficielle au mieux, et aucune autopsie appropriée n'a jamais été réalisée. On dit que la veuve d'Ince a reçu un règlement généreux de Hearst peu après, avec les preuves rapidement enterrées, au sens propre comme au figuré. Des rumeurs ont circulé pendant des décennies. L'absence d'autopsie, les témoignages oculaires contradictoires et l'implication des figures les plus puissantes d'Hollywood n'ont fait qu'approfondir le mystère. À ce jour, la mort d'Ince est citée comme le premier grand scandale non résolu d'Hollywood. Preuve que dans le monde de la célébrité, le pouvoir peut effacer la vérité. La disparition choquante d'Ince reste un avertissement sur la facilité avec laquelle les faits peuvent disparaître, ne laissant derrière eux que la légende. Johnny Stompanato. Bien que Johnny Stompanato n'ait pas été une star de cinéma au sens traditionnel, sa mort choquante est devenue un chapitre pivot dans le folklore hollywoodien, révélant l'intersection entre célébrité, violence et scandale aux yeux du public. Connu principalement comme homme de main de la mafia et célèbre petit ami de la star de cinéma Lana Turner, la mort violente de Stompanato en 1958 a fait sensation en Amérique et son rapport d'autopsie n'a fait qu'intensifier la controverse. La relation de Stompanato avec Turner était tumultueuse, marquée par la jalousie, la possessivité et des incidents bien documentés de violence physique. Les initiés d'Hollywood murmuraient à propos de ses liens avec le milieu criminel de Los Angeles, et les amis et la famille de Turner étaient bien conscients du danger qu'il représentait. Le 4 avril 1958, la tension a éclaté. Lors d'une violente dispute dans la maison de Turner à Beverly Hills, sa fille de 14 ans, Cheryl Crane, est intervenue, prétendument pour protéger sa mère d'une agression physique. Stompanato a été poignardé à l'abdomen avec un couteau de cuisine. L'autopsie a révélé une seule blessure profonde qui a sectionné sa veine hépatique et son foie, provoquant une hémorragie interne massive et la mort en quelques minutes. La force du coup de couteau, infligé par une adolescente, stupéfia le coroner, et le rapport décrivit la blessure comme catastrophique et inévitable. Il n'y avait aucune blessure de défense sur les mains de Stompanato, ce qui correspondait au témoignage, selon lequel il n'a jamais vu venir le couteau. L'affaire a captivé la nation. La maison d'une star de cinéma transformée en scène de crime, une adolescente propulsée dans le rôle de protectrice, et des gros titres scandaleux étalés sur tous les tabloïds. Lors de l'enquête, les actions de Cheryl ont été jugées comme un homicide justifiable, un acte de défense contre une violence continue. Pourtant, des rumeurs ont persisté pendant des années. Était-ce Lana elle-même qui avait brandi le couteau? Y a-t-il eu un camouflage? L'autopsie a apporté des éclaircissements sur la cause du décès, mais n'a pas pu répondre aux questions sur l'intention, la peur ou la loyauté familiale. Le meurtre de Stompanato a révélé les dangers cachés derrière la façade glamour d'Hollywood et est devenu un symbole glaçant de la rapidité avec laquelle les frontières entre célébrité et tragédie peuvent s'estomper. Rock Hudson. L'héritage de Rock Hudson est indissociable du glamour du Hollywood classique. Sa mâchoire carrée, ses yeux doux et son personnage romantique à l'écran ont fait de lui l'un des acteurs les plus aimés de cette époque. Mais sa mort, en 1985, deviendrait l'une des plus importantes et choquantes de l'histoire du divertissement, révélant des secrets qui ont changé à jamais les perceptions du public. Les détails révélés par son autopsie et par sa décision courageuse de rendre son état public dans ces derniers mois ont transformé la conversation sur le sida, la vie privée et les luttes cachées de la célébrité. Tout au long des années 1950 et 60, le nom de Hudson était synonyme de comédie et de drame romantique.
était. Pourtant, sa vie hors écran était étroitement contrôlée par les patrons du studio déterminés à protéger leur investissement. Hudson était gay à une époque où une telle vérité pouvait mettre fin à une carrière. Il vivait dans la peur du scandale, endurant des rendez-vous arrangés, des relations secrètes et un besoin constant et oppressant de discrétion. Au début des années 1980, la santé de Hudson commença à décliner. Il apparaissait émacié et frêle, ses traits altérés par la maladie. En 1984, pendant le tournage de la série télévisée Dynasty, il avait du mal à parler et à jouer, ce qui a conduit à des rumeurs sur sa santé. En juillet 1985, Hudson a annoncé publiquement qu'il souffrait du sida, devenant ainsi la première grande célébrité à le faire. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde entier, brisant les stéréotypes et obligeant Hollywood et le public à affronter les réalités d'une épidémie mortelle. Hudson est mort le 2 octobre 1985, à l'âge de 59 ans. Son rapport d'autopsie a confirmé la cause du décès comme étant des complications liées au sida, y compris une pneumonie et un sarcome de Kaposi. Le médecin légiste a documenté une perte de poids spectaculaire, une déficience immunitaire sévère et des infections opportunistes qui avaient ravagé son corps. Il n'y avait rien d'hollywoodien dans les détails. Seulement la dure réalité d'une maladie qui, jusque-là, avait été largement mal comprise et stigmatisée. La mort de Rock Hudson n'était pas seulement une perte pour les amateurs de cinéma. Elle a marqué un tournant dans l'histoire. Son autopsie a rendu le privé public, et ce faisant, a sauvé d'innombrables vies, en sensibilisant, en incitant à financer la recherche, et en contribuant à briser le silence autour du sida. Le courage qu'il a montré à la fin a assuré que son véritable héritage serait encore plus grand que n'importe quel rôle qu'il a joué à l'écran. Brandon Lee. Brandon Lee, fils du légendaire Bruce Lee, était sur le point de devenir une star quand sa vie a été tragiquement et brutalement interrompue pendant le tournage de The Crow en 1993. La mort de Brandon est devenue un véritable incendie médiatique, non seulement à cause des étranges échos de la disparition mystérieuse de son père, mais aussi en raison des circonstances troublantes et évitables révélées par son autopsie et l'enquête qui a suivi. Brandon Lee n'avait que 28 ans, un âge où la plupart des acteurs sont encore à la recherche de leur rôle révélateur. Pour Brandon, The Crow devait être ce moment. Un thriller surnaturel et sombre, avec une performance principale exigeante et émotionnellement brute. Le plateau de tournage, connu pour son atmosphère gothique, allait devenir le site de l'accident de plateau le plus célèbre d'Hollywood. Le 31 mars 1993, lors d'un tournage de nuit à Wilmington, en Caroline du Nord, Brandon tournait une scène dans laquelle son personnage est abattu par des intrus. L'arme factice, censée tirer des balles à blanc inoffensives, a tiré une vraie balle à la place. Inconnu du casting et de l'équipe, un fragment d'une cartouche à blanc s'était logé dans le canon après une scène précédente. Lorsque la cartouche à blanc a été tirée, elle a propulsé le fragment de métal avec une force létale dans l'abdomen de Brandon. L'autopsie a révélé des blessures internes catastrophiques, des saignements sévères, des dommages au foie et aux principaux vaisseaux sanguins, et aucune chance de survie sans soins spécialisés en traumatologie immédiate. Malgré des heures de chirurgie d'urgence, Brandon Lee a été déclaré mort. L'enquête subséquente a révélé une série de manquements à la sécurité et de mesures de réduction des coûts sur le plateau. Hollywood a été forcé de confronter les dangers des armes factices, et la mort de Lee a conduit à des réformes radicales dans les protocoles de sécurité de l'industrie. Pourtant, pour les fans et les amis, la perte était insupportablement personnelle. Brandon Lee avait hérité à la fois du talent de son père et de son destin. Une étoile montante partie bien trop tôt, immortalisée par un cruel coup du sort et de la négligence. Les dernières lignes de l'autopsie, froides et cliniques, ne révélaient pas les ondes de choc culturel et émotionnel causées par la mort de Brandon. Son héritage perdure non seulement dans la beauté envoûtante de son dernier film, mais aussi dans les réformes qui ont rendu Hollywood plus sûr pour ceux qui ont suivi. James Dean. James Dean reste l'une des icônes les plus durables de Hollywood. Éternellement jeune, éternellement rebelle, figé pour toujours dans le temps comme le héros tragique de La Fureur de vivre, à l'est d'Éden et géant. Son image, blouson en cuir, regard sombre, cigarette pendant à ses lèvres, incarne un nouveau type de masculinité et de vulnérabilité. Mais c'est sa mort violente et soudaine à l'âge de 24 ans qui a cimenté sa légende.
Et les détails choquants de son autopsie ont transformé une star en un mète. La passion de Dean pour la vitesse et la course était aussi intense que son engagement envers le métier d'acteur. Le 30 septembre 1955, en route pour une course à Salinas, Californie, Dean conduisait sa nouvelle Porsche 550 Spider, surnommée Little Bastard, avec son mécanicien, Rolf Wüterich, comme passager. Sur un tronçon isolé de l'autoroute 466, une autre voiture a tourné devant eux. Dean, incapable d'éviter la collision, a percuté le côté de l'autre véhicule à grande vitesse. La scène était macabre. La voiture de Dean était déchiquetée. Il était piégé à l'intérieur, avec des blessures catastrophiques. L'autopsie a révélé l'étendue du traumatisme. Un cou cassé, de nombreuses fractures aux bras et aux jambes, et d'importantes blessures internes à la poitrine et à l'abdomen. La plus dévastatrice était une rupture de l'aorte et une cavité thoracique écrasée, entraînant une hémorragie immédiate et insurmontable. Dean a été déclaré mort à son arrivée à l'hôpital, mais son corps montrait déjà les signes révélateurs d'un traumatisme fatal. Le rapport a noté qu'il n'avait ni alcool ni drogue dans son système, réfutant les rumeurs d'imprudence au-delà de son amour pour les voitures rapides. Pourtant, la voiture elle-même est devenue entourée de légendes. Des rumeurs d'une malédiction attachée à l'épave avec les propriétaires ultérieurs souffrant de malheur ou de mort. L'autopsie de James Dean se lisait comme le dernier chapitre d'une tragédie grecque. Un talent et un potentiel anéantis par le destin en un instant. Sa mort choqua le monde, alimentant une fascination pour les dangers de la jeunesse, de la célébrité et de la quête d'identité. Plus de 6 décennies plus tard, l'image de Dean perdure, inchangée et intacte. Son histoire, une leçon morale et un symbole du prix à payer pour vivre trop vite, trop tôt. Warren Oates. Warren Oates était l'anti-héros par excellence du cinéma américain des années 1970. Avec son visage marqué, son regard perçant et ses performances vécues, Oates a apporté un sens de l'authenticité à des rôles dans des films comme The Wild Bunch, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia et Macadam à 2 voix. Contrairement aux idoles de cinéma bien lisses des décennies précédentes, Oates était un acteur de caractère devenu une figure culte en incarnant l'esprit agité et rugueux d'un Hollywood en mutation. Pourtant, derrière son personnage à l'écran, sa vie était marquée par l'excès et le stress, et les détails choquants de son autopsie dépeignaient un tableau édifiant des conséquences qu'un tel mode de vie peut avoir. Au début des années 1980, le rythme de travail incessant de Oates et sa réputation de fêteur l'avaient rattrapé. Ses amis le décrivaient comme généreux, profondément engagé dans son art, mais aussi comme quelqu'un qui refusait rarement un verre ou une nuit tardive. Il travaillait souvent sur plusieurs projets à la fois, poussant son corps et son esprit à l'extrême. Le 3 avril 1982, Oates est mort subitement à l'âge de 53 ans. La nouvelle a stupéfié Hollywood. Il était toujours très demandé, et beaucoup s'attendaient à ce qu'il continue à jouer pendant encore des années. Le rapport d'autopsie a identifié la cause du décès comme une crise cardiaque massive, mais les détails étaient encore plus préoccupants. Le cœur d'Oates était élargi et ses artères étaient gravement obstruées. Résultat évident de plusieurs années d'hypertension, de consommation excessive d'alcool, de tabagisme et du stress lié à une vie passée sur la route et sous les projecteurs. Il y avait aussi des indices que les exigences physiques de son travail, les voyages constants, les horaires irréguliers et le poids émotionnel de rôles intenses ont pu aggraver son état. L'autopsie n'a pas trouvé de drogues illicites, mais l'effet cumulatif de plusieurs années d'usage de substances était évident. La mort d'Oates est un conte d'avertissement classique d'Hollywood. Un rappel que le feu créatif brûle souvent chaud et vite, laissant peu de place à la longévité. Le réalisme brut qu'il a apporté à ses personnages a eu un coût, et sa mort prématurée choquante reste un témoignage des dangers qui se cachent sous le glamour et l'excitation d'une carrière dans le cinéma. Heath Ledger. L'héritage de Heath Ledger est à la fois brillant et tragique. Un acteur extrêmement talentueux, dont la capacité à se plonger dans ses rôles le rendait inoubliable, mais dont la mort soudaine et bouleversante à l'âge de 28 ans a laissé le monde se demander ce qui aurait pu être. Bien que n'étant pas un acteur de l'ère classique, le destin de Ledger a fait écho au schéma tragique de tant de légendes hollywoodiennes avant lui, et les détails de son autopsie ont dressé un portrait saisissant des dangers qui accompagnent la célébrité, la pression et la douleur. Ledger d'abord.
a attiré l'attention internationale avec des films comme 10 bonnes raisons de te larguer et Chevalier. Mais ce sont ses performances matures dans Le secret de Brokeback Mountain et surtout en tant que le Joker dans The Dark Knight qui ont révélé son incroyable palette de jeux. Des amis et des collègues ont noté que Ledger était un acteur méthodique, s'immergeant complètement dans chaque rôle. Son intensité, tout en alimentant son art, a également conduit à un épuisement physique et émotionnel. Dans les mois précédant sa mort, Ledger a lutté contre l'insomnie et l'anxiété, surtout en jonglant avec les exigences de sa carrière et de sa paternité. Le 22 janvier 2008, il a été retrouvé inconscient dans son appartement à New York. Le monde a vacillé lorsque la nouvelle est tombée. L'autopsie et le rapport toxicologique ont confirmé ce que beaucoup craignaient. Ledger était mort d'une overdose accidentelle de médicaments prescrits. Les médicaments comprenaient un mélange d'analgésiques, de médicaments contre l'anxiété et de somnifères. Il n'y avait aucune preuve de drogues illégales ou d'intention de se faire du mal. C'était plutôt le résultat tragique de la recherche de soulagement face à l'épuisement chronique, à la douleur et aux pressions de la vie publique. Le langage froid et clinique de l'autopsie décrivant les dosages et les combinaisons ne pouvait pas saisir le chagrin qui s'est répandu à travers le monde. La disparition de Ledger est devenue un point de référence culturel, suscitant de nouvelles discussions sur la sécurité des médicaments sur ordonnance, la santé mentale et le rythme implacable de la célébrité. L'éclat poignant de sa dernière performance, pour laquelle il remporterait à titre posthume un Oscar, est à jamais lié au sentiment de perte. L'autopsie de Heath Ledger n'a pas seulement marqué la fin d'une étoile montante. Elle a signalé le coût élevé du génie dans un monde impitoyable. Gene Kelly. Gene Kelly est à jamais associé à la grâce, à l'athlétisme et à ce numéro de danse légendaire sous la pluie dans Singin' in the Rain. Il était plus qu'un simple danseur. Il était un réalisateur, chorégraphe et acteur dont le charme et la vision créative ont redéfini les comédies musicales hollywoodiennes pour des générations. Mais derrière le sourire contagieux et les routines exubérantes, le rapport d'autopsie de Kelly racontait une histoire plus discrète, plus triste, une histoire sur le prix qu'une vie de mouvement incessant et de perfectionnisme peut coûter. La carrière de Kelly s'est étendue sur des décennies, commençant dans les années 1940 et se poursuivant largement à la télévision et sur scène dans les années suivantes. Il a révolutionné la danse au cinéma en mélangeant ballet, claquettes et mouvements athlétiques, insistant sur le fait que les danseurs et les premiers rôles masculins pouvaient être à la fois robustes et gracieux. Son éthique de travail était légendaire. Il répétait et tournait souvent pendant des heures, jusqu'à ce que chaque mouvement soit parfait, poussant parfois son corps bien au-delà des limites saines. À mesure que Kelly vieillissait, les conséquences de cette physicalité implacable ont commencé à apparaître. Ses anciennes blessures le hantaient, genoux usés, articulations endommagées, douleurs dorsales persistantes, et son corps portait les cicatrices d'une vie de saut, de pirouettes et de cascades, effectuées sans les normes de sécurité ni les périodes de récupération disponibles pour les danseurs aujourd'hui. Malgré sa santé déclinante, Kelly ralentissait rarement, apparaissant dans des interviews, des émissions spéciales à la télévision, et même en tant que réalisateur, tard dans ses années 70. Lorsqu'il est décédé en 1996 à l'âge de 83 ans, la cause immédiate du décès était des complications dues à une série d'accidents vasculaires cérébraux. L'autopsie a détaillé l'impact de l'hypertension artérielle, des maladies cardiovasculaires et de la dégradation physique causée par des décennies de performances athlétiques. Les muscles qui avaient autrefois alimenté des routines légendaires étaient maintenant affaiblis. Les articulations montraient des signes d'inflammation chronique et de dégénérescence. Les amis se rappelaient comment Kelly cachait parfois son inconfort, ne voulant rien laisser ternir l'image qu'il avait travaillé si dur à créer. Le verdict final de l'autopsie de Kelly n'était ni scandaleux ni soudain, mais il soulignait une vérité trop souvent cachée dans le show business, que la poursuite de l'art au plus haut niveau entraîne un prix silencieux et durable. Le patrimoine éblouissant de Gene Kelly demeure, mais la réalité de son déclin physique est un rappel désarmant que même les légendes ne sont pas à l'abri du passage du temps. William Powell. William Powell était l'incarnation de l'esprit, de la sophistication et de l'élégance intemporelle sur grand écran. Surtout connu pour son rôle inoubliable en tant que Nick Charles dans la série The Thin Man, le style urbain de Powell, ses réparties rapides et son humour sec ont fait de lui une figure incontournable de l'âge d'or d'Hollywood. Hors écran, cependant, Powell a affronté des épreuves dont peu ont entendu parler. Son élégance et son calme,
en public, masquant une histoire de souffrance cachée et de résilience remarquable, comme révélé par son autopsie. La carrière de Powell a commencé à l'époque du cinéma muet et s'est épanouie lors de la transition vers les films parlants. Il a été nommé 2 fois pour un Academy Award et s'est resté en demande pendant plus de 3 décennies. Mais sa vie personnelle a été marquée par des pertes et des crises de santé. Il a souffert de la mort tragique et prématurée de son fils unique, et sa 3e épouse, Jana Lewis, l'a décrit comme un homme de profondes émotions et d'une grande force intérieure. Peut-être le plus étonnant a été le combat de Powell contre le cancer. Diagnostiqué d'un cancer rectal en 1938, il a subi une chirurgie agressive et des traitements de radiothérapie expérimentale à une époque où les deux étaient rudimentaires et périlleux selon les normes modernes. Miraculeusement, Powell a survécu, un exploit attribué à la fois à la compétence de ses médecins et à sa propre détermination. Il gardait sa maladie privée, ne le disant qu'à peu d'amis, et refusant de laisser cela impacter son travail, même s'il endurait la douleur et les effets secondaires, en silence. Les dernières années de Powell étaient plus calmes, passées principalement à Palm Springs, où il appréciait peindre, jardiner et lire. Lorsqu'il est décédé en 1984 à l'âge de 91 ans, l'autopsie a indiqué une insuffisance cardiaque comme cause immédiate. Mais elle a également révélé les effets à long terme de son combat antérieur. Des cicatrices internes étendues dues aux chirurgies et aux radiations dans un corps qui avait enduré plus que ce que la plupart savaient. La capacité de Powell à affronter l'adversité en privé tout en maintenant son allure élégante en public fait partie de ce qui l'a rendu légendaire à Hollywood. Son autopsie n'a pas révélé de scandale ou d'excès, mais plutôt un témoignage d'endurance, de courage et de dignité silencieuse. À la fin, l'héritage de William Powell réside non seulement dans le charme qu'il a apporté à l'écran, mais aussi dans la force qu'il a démontrée dans les moments les plus difficiles de la vie. George Reeves. George Reeves a accédé à la célébrité dans les années 1950 en tant que Superman original de la télévision, un rôle qui l'a transformé en un nom familier et un héros pour des millions d'enfants à travers l'Amérique. Pourtant, derrière la cape et le symbole emblématique en forme de S, la vie de Reeves était marquée par la frustration, le chagrin et la controverse. Les circonstances choquantes de sa mort et les révélations de son autopsie créeraient l'un des mystères les plus durables d'Hollywood. Dans la nuit du 16 juin 1959, Reeves a été trouvé mort dans sa chambre, une seule blessure par balle à la tête. La police a rapidement conclu à un suicide, notant que Reeves était déprimé en raison de sa carrière au point mort, du type casting et de ses relations infructueuses. Pourtant, les preuves et l'autopsie ont soulevé des questions troublantes qui continuent de susciter des débats plus de 6 décennies plus tard. L'autopsie a confirmé que la balle était entrée par la tempe droite et était ressortie à l'arrière de sa tête. Il y avait des niveaux élevés d'alcool et de tranquillisants dans son organisme, mais pas suffisamment pour le rendre inapte. Plus troublant encore étaient des ecchymoses découvertes sur son corps, notamment sur son visage et sa poitrine, ainsi que les multiples impacts de balles trouvés dans le sol et le plafond de la pièce. Des amis et certains enquêteurs se demandaient pourquoi Reeves, un tireur expérimenté, aurait tiré plus d'une fois s'il avait eu l'intention de se suicider. L'absence d'empreinte digitale sur l'arme a encore compliqué la situation. Des rumeurs circulaient sur un triangle amoureux impliquant Reeves, sa fiancée, Leonore Lemon, et son ancienne amante, Toni Mannix, l'épouse d'un puissant dirigeant de MGM. Certains ont spéculé que Reeves avait été assassiné, soit par jalousie, soit dans le cadre d'une dissimulation liée à la mafia. D'autres pensaient qu'il était simplement victime de désespoir, incapable d'échapper à l'ombre de son rôle le plus célèbre. Malgré de multiples enquêtes et livres sur le sujet, aucune réponse définitive n'a jamais émergé. L'autopsie de Reeves a révélé des preuves physiques qui semblaient contredire l'histoire officielle, laissant la porte ouverte aux théories du complot et aux spéculations. Dans la mort comme dans la vie, George Reeves était plus grand que nature. Un héros pris dans un mystère aussi complexe que n'importe quelle intrigue de bande dessinée. Son destin à jamais lié à la légende de Superman. Montgomery Clift. Montgomery Clift était le premier artiste torturé d'Hollywood, une présence sensible, sombre et indéniablement magnétique à l'écran dans des classiques comme Une place au soleil, Tant qu'il y aura des hommes et Jugement à Nuremberg. Sa capacité à projeter des émotions brutes et de la vulnérabilité
révolutionné le jeu d'acteur et inspiré toute une génération. Mais sa vie hors écran était un reflet obsédant de la douleur qu'il dépeignait souvent. Les détails choquants révélés par son autopsie n'ont fait qu'approfondir le sentiment de tragédie entourant sa légende. La carrière de Clift a atteint des sommets à la fin des années 1940. Sa beauté atypique et son style introspectif captivant à la fois critique et public. Pourtant, dès le début, il luttait contre l'anxiété et le doute de soi, se retirant souvent de l'impitoyable lumière des projecteurs d'Hollywood. Tout a changé en 1956, lorsqu'un accident de voiture devant la maison d'Elizabeth Taylor a laissé Clift avec un nez cassé, une mâchoire fracturée et des cicatrices faciales nécessitant une chirurgie reconstructive étendue. Bien qu'il soit revenu miraculeusement au travail, le traumatisme a marqué un tournant, physiquement et émotionnellement. Accablé par des douleurs chroniques dues à ses blessures, Clift est devenu dépendant aux antidouleurs, somnifères et à l'alcool. Sa santé et sa carrière ont dégringolé, tandis qu'il luttait contre la dépression, l'addiction et un profond sentiment d'isolement, aggravé par la pression de devoir cacher sa sexualité à une époque conservatrice. Au milieu des années 1960, Clift n'était plus que l'ombre de lui-même, travaillant sporadiquement et souffrant de malnutrition, de fatigue et de dommages au foie. Le 23 juillet 1966, Clift est mort seul, dans sa maison de ville à New York, à seulement 45 ans. L'autopsie a indiqué que la cause du décès était une crise cardiaque, provoquée par une maladie coronaire occlusive. Mais l'histoire plus profonde était claire. Des années d'abus de substances, de malnutrition et de douleurs non traitées avaient ravagé son corps. Le médecin légiste a également noté d'anciennes fractures, une grave détérioration du foie et des cicatrices de multiples opérations chirurgicales. Des amis ont décrit ces dernières années comme un lent suicide. Pourtant, la vulnérabilité, l'honnêteté et le courage de Clift restent légendaires. Son autopsie n'était pas seulement un rapport médical, mais un testament de la souffrance cachée endurée par tant d'artistes. En fin de compte, la vie et la mort de Montgomery Clift sont un rappel poignant que la grandeur s'accompagne souvent d'un coup personnel dévastateur et que certaines blessures, même à Hollywood, ne guérissent jamais vraiment. Hollywood est un lieu de rêve, mais comme nous l'avons vu, ses ombres sont profondes. Les vies et les morts de ces acteurs classiques nous rappellent que derrière le glamour se cachent de vraies personnes, avec de véritables luttes, certaines se terminant de manière plus dramatique que n'importe quel film. Si vous avez été surpris par les histoires dans les rapports d'autopsie choquants des acteurs de l'âge d'or d'Hollywood, faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like. Partagez cette vidéo avec d'autres amateurs de cinéma et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres incroyables histoires vraies d'Hollywood. À la prochaine, restez curieux et souvenez-vous, parfois la vérité dépasse la fiction.